Bonjour à tous. Merci tout d'abord de vous être connectés pour assister à ce webinaire qu'on a souhaité organiser avec Marie-Laure sur les modifications apportées par la loi Wasserman du 21 mars dernier, relatif notamment à la protection des lanceurs d'alerte et à la modification de la procédure de recueil et de traitement des alertes professionnelles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on souhaitait faire une brève présentation du groupe InPlead. Donc, le groupe InPlead, auquel Marie-Laure et moi appartenons, est une société pluriprofessionnelle d'exercice qui comporte aujourd'hui 900 collaborateurs et qui regroupe différents métiers du droit et du chiffre, notamment des experts comptables, des avocats, des consultants, des recruteurs, des auditeurs, des commissaires aux comptes, des notaires, des huissiers, et je dois sans doute oublier encore quelques professions. Donc, on souhaitait effectivement co-animer ce webinaire, puisque effectivement les sujets de compliance et notamment toutes les thématiques qui intéressent les lanceurs d'alerte et les codes de bonne conduite dans les sociétés et les groupes sont par nature des thématiques pluridisciplinaires qui impliquent à la fois des aspects juridiques, mais aussi des aspects comptables et de conformité. Donc, on s'est dit avec Marie-Laure qu'il était pertinent pour lancer l'année au retour des vacances et à 48 heures de l'entrée en vigueur de la réforme Wasserman, d'organiser ce webinaire pour avoir les idées bien en tête pour le 1er septembre, puisque la réforme entre en vigueur au 1er septembre. On se disait aussi que c'était une bonne idée de positionner ce webinaire le 30 août, puisque la loi du 21 mars 2022 subordonnait son entrée en application à la parution de 2 décrets d'application qui, par définition, devaient intervenir avant le 1er septembre. Et à ce jour, effectivement, malheureusement, les 2 décrets ne sont pas parus, de sorte que la date qui a été fixée par le législateur lui-même pour l'entrée en application de cette réforme ne pourra, par hypothèse, pas être respectée. Donc, on ne manquera pas, dès leur parution, de vous adresser la copie de ces 2 décrets, mais aujourd'hui, effectivement, on va vous présenter succinctement les modifications apportées par la loi Wasserman, présentation qui est nécessairement incomplète, puisque les détails de son application, notamment en ce qui concerne la procédure de recueil et de traitement des alertes, tant en interne qu'en externe, n'ont pas été précisés par les 2 décrets qui doivent paraître. Et d'après les informations qu'on a pu avoir, le ministère travaille dessus, mais il ne faut pas s'attendre à voir paraître ces décrets avant le mois de septembre. Voilà. Donc, je vous disais que c'était une thématique pluridisciplinaire. Donc, effectivement, moi, j'interviens sur tous les aspects sociaux de la mise en place de ces chartes de recueil et de traitement des alertes, puisque c'est des thématiques qui impliquent effectivement des aspects juridiques, on le verra tout à l'heure. Et puis, je travaille sur un certain nombre de dossiers en collaboration avec Marie-Laure, que je vais laisser se présenter et qui intervient, elle, dans le département consulting du groupe InPlead. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents effectivement pour ce webinaire. Donc effectivement, moi je travaille chez InPlead, mais plutôt au niveau conseil. Je suis manager au niveau conseil et plutôt orienté donc finance et compliance. Et j'interviens sur différents dossiers avec Sébastien, notamment sur tous les sujets compliance et en particulier la loi Sapin 2. Et donc tout ce qui est lanceur d'alerte. Donc aujourd'hui, ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Donc on va commencer par un rappel de la loi Sapin 2 pour remettre dans le contexte ce qui change justement avec la loi Wasserman. Et ensuite, il y aura une présentation de justement notre offre intégrée et le fait effectivement qu'on travaille en collaboration à la fois conseil et légal.
Alors, qu'est-ce que la loi Sapin II? Donc, la loi Sapin II, c'est une loi qui a été promulguée en 2016, dont l'objectif premier était de remettre la France au niveau européen et au même niveau que de nombreux pays sur tout ce qui était transparence et lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. En effet, la France avait un léger retard sur ces sujets-là. On sait tous comment ça, au niveau des États-Unis, de la Grande-Bretagne, c'est des sujets qui étaient déjà présents depuis plusieurs années. Mais voilà, 2016 a été le point de départ de la mise à niveau de la France sur ces sujets-là. Les 3 points importants de la loi Sapin II, c'est effectivement le renforcement de la transparence au sein de la vie économique, transparence et modernisation, mais surtout la création de l'Agence nationale chargée de la prévention de la corruption, donc l'Agence française anticorruption, qui depuis début 2017 entreprend des contrôles, donc on verra un petit point un petit peu plus tard, et voilà, qui vraiment entreprend des contrôles et donne des recommandations aussi sur tout ce qui est application de la loi Sapin II et les mises à jour de la loi. Donc l'objectif de la loi, instaurer donc plus de transparence dans les processus d'élaboration des décisions publiques et dans la vie économique, mais surtout prévenir et détecter la corruption et les trafics d'influence. Et en France, mais comme à l'étranger, puisque ça, on verra le champ d'application, on est vraiment sur les entreprises françaises, mais également les filiales de groupes étrangers en France, en fonction des risques de l'entreprise, et rendre obligatoire, donc c'est un point important, rendre obligatoire la prévention et la détection des faits de corruption et de trafic d'influence. Le point ici qui sera également complémentaire, puisqu'on va aller sur la mise à jour de la loi, c'est instaurer la protection des lanceurs d'alerte, qui est un sujet important, un objectif important de la loi Sapin II. Donc, au niveau des sociétés, pour rappel, au niveau des sociétés assujetties, on est sur des entreprises dont le siège social est en France, qui ont plus de 500 salariés et réalisent un chiffre d'affaires consolidé ou non supérieur à 100 millions d'euros. Mais ça inclut donc c'est des sociétés françaises ou les filiales de groupe présents en France. On est sur des sociétés qui établissent des comptes consolidés ou non, selon les obligations. Et aussi les établissements publics à caractère industriel et commercial, employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins 500 salariés. Et le chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur 2 critères principaux à ce niveau-là, c'est les 500 salariés et les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, on attire votre attention sur un point important, c'est que même si ces seuils ne sont pas atteints, une entreprise de moins de 50 salariés sera tenue de mettre en place une procédure appropriée au recueil des signalements. Donc, le respect global de la loi Sapin II est pour les sociétés assujetties telles que décrites ci-dessus. Par contre, il y a un point d'attention sur les entreprises qui ont déjà au moins 50 salariés. Quel que soit d'ailleurs le chiffre d'affaires réalisé par ces sociétés. C'est en cela que la loi Waserman intéresse un nombre beaucoup plus important d'entreprises que la loi Sapin II proprement dite, avec ses 8 piliers et ses dispositifs de détection et de prévention des risques liés à la corruption. La loi Waserman, elle s'applique potentiellement à toutes les entreprises, les sociétés et les établissements publics qui comptent plus de 50 salariés indépendamment de tout seuil de chiffre d'affaires. Donc, pour rappel, la loi Sapin II repose sur 8 piliers importants pour être en respect avec cette loi. C'est le code de conduite, donc un code de conduite définissant et illustrant donc, différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles à caractériser des faits de corruption ou trafic d'influence. Le code de conduite, aujourd'hui, la loi, elle n'est pas précise sur un certain nombre de sujets. Par contre, le code de conduite doit permettre à la direction de donner une certaine volonté de limiter un certain nombre de comportements et surtout de rappeler, en cas de doute, quelle est la procédure à suivre. C'est vraiment, ça doit rester un outil accessible et très, je dirais, pragmatique. Voilà, le code de conduite, il doit permettre vraiment l'échange et la discussion au sein de la société sur les différents sujets qui sont des sujets malheureusement pas précis, mais plutôt, voilà, on n'a pas tous la même compréhension de certains sujets. Donc voilà, c'est vraiment donner la ligne de conduite, d'avoir un dispositif d'alerte interne
donc destiné à permettre le recueil des signalements, donc de savoir quelle est la procédure pour justement remonter un cas ou en tout cas on est face à un sujet où on n'est pas sûr, où on a vu quelque chose se faire, et voilà, on a vu un comportement où on trouve que c'est limite. Comment on peut remonter cette information-là auprès des personnes dédiées au suivi de ces signalements au sein de l'entreprise. Donc, une cartographie des risques qui forcément, donc la cartographie des risques permettra de définir par rapport à l'activité, aux différentes interactions en interne comme en externe, de décrire et de hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des risques de corruption, donc à des sollicitations externes pour des fins de corruption ou de trafic d'influence. Des procédures d'évaluation, donc avoir je vais plutôt faire des procédures de contrôle interne. Donc là, au niveau de tout ce qui est procédure comptable et interne, tout ce qui est non lié à des activités, tout ce qui tourne autour des activités comptables, administratives, mais qui sont par exemple tout ce qui va être procédure principalement de frais de déplacement, de dépenses d'invitation, de conférences, etc. Donc sur des sujets qui ne sont pas forcément de l'activité courante de la société, effectivement, il faudra mettre en place un certain nombre de contrôles et de procédures qui permettront de limiter des activités qui pourraient être, j'utilise vraiment le conditionnel, qui pourraient être sur la répétition ou sur les montants, par exemple une invitation à un restaurant ou à une conférence qui aurait un coût qui serait en dehors des règles de la société, ou des invitations répétées, cela pourrait avoir à terme une incidence sur les relations professionnelles et donc être on se rapprochera plus du trafic d'influence, mais voilà, c'est vraiment de mettre les procédures en place pour limiter tout sujet qui serait soumis à interprétation. C'est un petit peu de cadrer l'interprétation de certaines pratiques. Un dispositif de formation, donc forcément pour que l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des personnes qui sont les premiers face à donc voilà, dès qu'on est en contact de clients, de fournisseurs, de prestataires externes, voilà, c'est de sensibiliser toutes ces personnes au sujet de tout ce qui est trafic d'influence et corruption, et donc de faire une formation type souvent e-learning de rappel de la loi Sapin 2 et avec des exemples. La formation doit être très pragmatique. On est vraiment sur des sujets où il faut donner des exemples pour que la sensibilisation soit très pratique. Ensuite, le régime disciplinaire. Donc là, on touche à une partie plus réglementaire avec un régime disciplinaire qui doit être adapté. Donc les sanctions devront être adaptées à tout ce qui touche à la corruption, donc à tout ce qui est manquement à la charte, au code de bonne conduite finalement. Et donc effectivement, c'est vrai qu'on voit la loi Sapin 2 qui s'inspire effectivement des dispositifs américains de prévention des délits financiers. Donc on a une inspiration américaine à l'origine de ce texte, avec un code de conduite qui, comme le disait très bien Marie-Laure, souvent comporte des règles un peu molles, de la soft law, c'est-à-dire qu'on n'a pas de règles bien précises. Et puis, de l'autre côté, on est obligé de mettre en place un régime disciplinaire qui, pour le coup, est obligatoirement et nécessairement précis, puisqu'il est effectivement soumis au contrôle de l'inspection du travail lors de son dépôt. Donc, on a effectivement cette dichotomie où on doit sanctionner des comportements qu'on a du mal à définir parce que ça recouvre des réalités extrêmement diverses dans la vie des affaires. Donc ensuite, effectivement, on a des procédures d'évaluation. Donc on entend procédure d'évaluation, on est sur avant toute entrée en relation avec un client, avec un fournisseur, avec un prestataire, enfin voilà, tout tiers significatif. Donc on peut entendre significatif à la fois par les montants engagés, mais également par la fréquence. Enfin,
c'est pareil, ça reste un sujet. Et ben, c'est de se dire que la personne avec qui on rentre en relation professionnelle, notre client, notre fournisseur, lui aussi respecte un certain nombre de critères liés à la loi Sapin 2. Donc, sur des sujets anticorruption et trafic d'influence, lui aussi met en place un certain nombre d'actions pour limiter les risques de son côté. Donc, pour toutes les sociétés assujetties, depuis la loi Sapin 2, avant toute entrée en business dans l'activité, il faudrait faire rassembler un certain nombre de documents ou avoir un questionnaire rapide, s'assurer en tout cas, avoir une procédure qui permette de s'assurer que votre partenaire, lui aussi, respecte les règles que vous imposez également. Et donc, le dispositif de contrôle et d'évaluation interne, c'est simplement mettre en place, a posteriori, le contrôle de l'ensemble de ces 8 piliers. C'est-à-dire que de manière périodique, donc selon les sujets, ça peut être plusieurs fois dans l'année, sur d'autres sujets, on peut être tous les ans, tous les 2 ans, voilà, de faire une évaluation, de se dire comment a évolué, quel est le nombre de signalements, par exemple, quand on veut chiffrer sur des choses concrètes. Avons-nous eu des signalements, avons-nous eu des faits de corruption, comment ont-ils été gérés, quelles ont les conséquences, voilà, et de maintenir cela pour l'avenir et pour être capable, en cas de contrôle, parce que là, on est bien sûr sur 8 piliers sur lesquels l'Agence française anticorruption pourra demain venir dans les sociétés assujetties, faire des contrôles et s'assurer que tous ces piliers sont bien respectés. Donc, les sanctions courues. Donc, si demain l'agence vient dans une entreprise pour faire un contrôle, les sanctions encourues sont de deux types. Donc, pour les personnes physiques, une peine. Alors, on distinguera toujours tout ce qui est public et tout ce qui est privé. Donc, pour les agents publics, on est sur les personnes physiques sur une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, ou le double du produit tiré de l'infraction. Pour la corruption dite privée, on sera sur une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, ou le double du produit tiré de l'infraction. Sur les personnes morales, on atteint des montants un peu plus significatifs, forcément. Donc, une peine maximale de 5 millions d'euros ou 10 fois le produit tiré de l'infraction. Et pour la corruption privée, on est à 2,5 millions d'amende ou 10 fois le produit tiré de l'infraction. Alors, attention, là, on est dans le cas on a eu un cas de corruption ou de trafic d'influence avéré. Donc, ça, c'est les sanctions encourues en cas de cas de corruption. Par contre, on a une responsabilité du chef d'entreprise et ça veut dire qu'aujourd'hui, le dirigeant d'une entreprise qui rentre dans le champ d'application de cette loi peut être tenu responsable à titre personnel du défaut de conformité de son entreprise aux mesures de prévention et de détection de la corruption prévues à l'article 17. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les entreprises qui ne seraient pas encore à niveau sur la loi Sapin 2, voilà, il y a la responsabilité du chef d'entreprise qui est engagée. Et donc, en cas de non-respect de cette prévention, donc les sanctions ne peuvent pas excéder 200 millions pour les personnes physiques et 1 million pour les personnes morales. Oui, 200 000 pardon. 200 000 euros. Donc, afin de vous donner quelques chiffres un petit peu concrets sur les contrôles de l'Agence française anticorruption, donc sur base du dernier rapport de l'agence, donc les points importants sont que l'agence a fait 34 nouveaux contrôles et examens préalables en 2021. Il y a eu 28. Donc, l'Agence française anticorruption intervient des contrôles soit sur dénonciation. Effectivement, soit elle est sollicitée et elle va décider de faire un contrôle, soit elle décide par elle-même d'établir une liste d'entreprises sur lesquelles elle veut faire un contrôle. Donc, les 28 contrôles d'initiative, c'est vraiment l'initiative de l'agence. Et il y a eu 18 acteurs économiques, donc acteurs privés, et 10 acteurs publics. J'ai choisi de privilégier, au vu des participants, les acteurs économiques. Donc, les profils des acteurs économiques, en tout cas sur les 18 sociétés choisies, on avait un chiffre d'affaires entre 187 millions d'euros et 30 milliards d'euros. On avait des effectifs entre 1000 personnes et 271 000 collaborateurs. Et on était à la fois sur des entreprises françaises, mais aussi sur des filiales de groupes étrangers. Les contrôles de l'agence évoluent au fur et à mesure des années.
Donc aujourd'hui, l'Agence française a fait depuis donc début 2017 108 contrôles et examens préalables sur des acteurs économiques. Sur les contrôles, donc là, ouverts en 2021, ce que dit l'agence dans son rapport, c'est que sur base des contrôles faits en 2021, ça a conforté l'agence sur le fait qu'il y a des secteurs d'activité et des acteurs plus exposés. Donc, ils vont continuer de privilégier, alors même si tous les secteurs sont concernés, il y aura forcément une destination de contrôle plus privilégiée pour des secteurs en particulier que je vais vous présenter juste après. Et donc, en 2021, on a eu 216 signalements reçus, donc c'est les signalements auprès de l'agence. 14 signalements ont été adressés au parquet. Il faut savoir que depuis 2017, il y en avait eu 28, ce qui veut dire que l'année 2021 compte déjà 50% des signalements ont eu lieu en 2021, ce qui veut dire qu'on va probablement aller sur les prochaines années sur une multiplication justement de ces signalements adressés au parquet. Donc, on est toujours sur base des contrôles qui ont été effectués depuis l'année 2017. Donc, on voit que les secteurs les plus exposés sont les activités manufacturières de pointe, les activités financières et d'assurance, la construction, le transport et les entreposages. Donc là, on est sur quatre secteurs qui, sur base des contrôles, ça fait partie des secteurs qui ont été privilégiés par l'agence. Donc probablement les secteurs sur lesquels l'agence estime qu'il y a plus de risques de corruption et de trafic d'influence. Merci Marie-Laure de ce rappel utile et synthétique du dispositif de la loi Sapin 2. Donc loi Sapin 2 qui est modifiée par la loi Waserman du 21 mars dernier, essentiellement sur deux thématiques. Première thématique, le statut du lanceur d'alerte, et deuxième thématique, la procédure de recueil et de traitement des signalements. Alors pourquoi le législateur a éprouvé le besoin d'apporter des modifications à la loi Sapin 2? Parce qu'effectivement, une directive européenne d'octobre 2019 est venue instaurer de nouvelles obligations et le législateur français devait se mettre en conformité avec effectivement les nouvelles dispositions de la directive européenne d'octobre 2019. Donc, c'est dans ce cadre-là que la loi Waserman a été adoptée en mars dernier. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle fixe son entrée en application au 1er septembre. Ça, c'est de la théorie, puisque dans les faits, aucune entreprise ne pourra mettre en œuvre les dispositions de la loi Waserman au 1er septembre, faute de la parution des 2 décrets d'application qui devaient intervenir et qui ne sont pas encore parus. Alors, première modification importante issue de la loi Waserman, c'est la modification de la définition du lanceur d'alerte. Modification qui va dans le sens d'un élargissement de la notion et de la définition du lanceur d'alerte. Dorénavant, un lanceur d'alerte, c'est quoi? C'est une personne physique qui signale ou divulgue. Alors, dans la loi, vous trouvez toujours cette dichotomie entre le signalement et la divulgation. Le signalement, au sens juridique du terme, c'est le signalement dans un cadre privé. La divulgation, c'est le signalement dans un cadre public. Donc, on fait toujours cette différence qui a son importance au plan juridique. Donc, c'est une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi, deux notions et deux conditions très importantes, des informations qui portent sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Donc, vous voyez qu'on est sur des infractions ou des manquements à la conformité qui sont très larges, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale ou une violation du droit européen, de la loi ou du règlement. Donc, on y reviendra, mais on est vraiment sur un périmètre excessivement large qui excède largement les délits financiers qui peuvent être commis par, les cols blancs. Et
la définition ajoute, et c'est effectivement très important, que lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. Je vous laisserai apprécier comment interpréter cette phrase, notamment a contrario, ce qui veut dire que lorsqu'on a eu connaissance effectivement d'informations dans le cadre professionnel, on n'est pas obligé d'en avoir eu personnellement connaissance. C'est la question des faits rapportés qu'on abordera tout à l'heure. Donc, effectivement, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas dans cette définition? Ce qui ne change pas, c'est qu'on a effectivement une définition très large et qui s'élargit encore avec la loi Wasserman. Donc, vous l'avez perçu à la lecture de cette définition. À la base, la loi Sapin 2 visait à prévenir et à détecter essentiellement les délits financiers, les délits de corruption et de trafic d'influence. En réalité, on constate que le périmètre de la loi est beaucoup plus large puisqu'on peut dénoncer dans le cadre d'une alerte tout crime, bon, c'est relativement rare heureusement, mais surtout tout délit. Et ça, effectivement, ça recouvre un nombre de comportements très importants. Ce qui est d'ailleurs, quand on prend un peu de recul, on voit vraiment que c'est une loi d'inspiration anglo-saxonne, puisque, compte tenu de notre histoire, on aurait pu s'attendre à ce que certains juristes s'émeuvent davantage que le législateur mette en place de façon réglementée, légale, un dispositif de délation professionnelle. Et Dieu sait que, compte tenu de notre histoire, effectivement, ce dispositif de délation aurait pu en émouvoir certains, mais sans doute qu'effectivement, l'origine de la loi qui visait à prévenir les délits de corruption et de trafic d'influence a fait taire, j'allais dire, toute velléité de contestation quant à la légitimité de ce dispositif. Je ferme cette parenthèse, mais on voit véritablement qu'on a affaire à un dispositif légal qui est largement inspiré du droit anglo-saxon. Alors, qu'est-ce qui change avec cette définition du lanceur d'alerte? Eh bien, effectivement, on supprime la notion de désintéressement. Avant la loi Wasserman, le lanceur d'alerte, c'était celui qui signale ou divulgue de manière désintéressée et de bonne foi. Demain, enfin le 1er septembre, le lanceur d'alerte, c'est celui qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi. On remplace la notion de désintéressement par la notion d'absence de contrepartie financière directe. Alors, qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? Alors, quand on regarde un petit peu les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi Wasserman, on constate qu'en réalité, le législateur a voulu élargir la notion de lanceur d'alerte en excluant uniquement ce qu'il a pu qualifier de chasseur de primes, c'est-à-dire celui qui, de manière totalement opportuniste, va lancer un signalement pour son intérêt personnel. Et pourquoi on a écarté la notion de désintéressement? Parce que ça pouvait donner lieu à discussion dans des hypothèses où le lanceur d'alerte fait un signalement, mais a parallèlement un conflit ou des relations difficiles avec son entreprise, son employeur ou la personne contre qui elle effectue ce signalement. Donc, pour clarifier en quelque sorte les choses, on a écarté cette notion de désintéressement par la notion d'absence de contrepartie financière directe. Hypothèse qu'on connaît bien dans le domaine des relations du travail, le salarié qui a engagé une procédure prud'homale contre son employeur pour, par exemple, demander des rappels de salaire et qui, par la suite, dénonce, du moins effectue un signalement qui porte sur des faits d'une toute autre nature. Effectivement, on aurait pu se poser la question de savoir s'il était désintéressé au moment où il a fait son signalement. Dorénavant, la question ne se pose plus puisque le signalement ne lui apportera aucune contrepartie financière directe, donc qui rentre dans le champ d'application de la définition du lanceur d'alerte. C'est une notion qui est effectivement difficile parce que quand on voit effectivement les conditions qui doivent présider au lancement d'une alerte, on voit que les conditions sont relativement larges, l'absence de contrepartie financière directe et la bonne foi.
Et on sait que la jurisprudence est venue préciser ce qu'il fallait entendre par mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est la conscience par celui qui effectue le signalement de ce que ces révélations portent sur des faits qui sont faux. Et la charge de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de la mauvaise foi du lanceur d'alerte. Autant dire que c'est extrêmement compliqué de rapporter la preuve que le lanceur d'alerte, au moment où il a effectué son signalement, avait conscience qu'il dénonçait des faits erronés. Donc on a effectivement une définition extrêmement large à ce niveau. Législateur qui élargit encore la définition du lanceur d'alerte en supprimant, alors c'est relativement, j'allais dire anecdotique, puisque les notions sont tellement subjectives que c'est toujours sujet à interprétation, mais le législateur supprime la notion de gravité requise jusqu'alors pour effectuer des signalements sur des menaces ou des préjudices pour l'intérêt général. Donc c'est peut-être anecdotique, mais ça mérite quand même d'être précisé. Ça en dit long sur les intentions du législateur dans la loi du 21 mars 2022. Autre précision apportée par cette loi, jusqu'à présent, un certain nombre d'informations ne pouvaient donner lieu à un signalement ou à une alerte. C'était les informations qui étaient couvertes par le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret professionnel de l'avocat. La loi ajoute deux autres types d'informations qui ne peuvent donner lieu à un signalement ou à une divulgation. C'est le secret des délibérations judiciaires, heureusement, et le secret de l'enquête et de l'instruction, d'autre part. Voilà, donc deux ajouts de par cette loi du 21 mars 2022. Et puis enfin, là où on constate une évolution qui est à mon avis assez dangereuse, c'est que la définition nouvelle du lanceur d'alerte dispense celui qui effectue le signalement d'avoir eu connaissance personnellement des faits qu'il signale lorsqu'il a eu connaissance de ces faits dans un cadre professionnel. Autrement dit, on autorise un salarié à effectuer un signalement sur des faits qu'il n'a pas eu connaissance personnellement, mais qu'on lui a simplement rapportés. Donc là où ça me paraît relativement dangereux, c'est qu'on ouvre la porte, dans certaines hypothèses, à des signalements totalement opportunistes, où il suffit pour un salarié qui souhaite, pour une raison ou pour une autre, se protéger et bénéficier des garanties offertes aux lanceurs d'alerte, d'effectuer un signalement sur la base d'informations qui lui ont été rapportées par un collègue, par exemple, et qu'il n'a pas personnellement constaté. Donc, effectivement, on est sur un dispositif légal qui part sans doute d'une intention louable, celle de contrôler et de manager les risques dans l'entreprise avec une plus grande transparence, un meilleur contrôle des procédures de fonctionnement dans l'entreprise, mais on est aussi sur une définition qui est tellement large qu'elle ouvre grand la porte, me semble-t-il, à des dérives et à des signalements opportunistes que pourraient opérer certains salariés notamment, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi d'une personne qui effectue un signalement, c'est extrêmement compliqué puisqu'il faut démontrer de manière certaine que effectivement la personne signale des faits dont elle sait qu'ils sont erronés. Donc ça, c'est effectivement une des modifications importantes issues de la loi Wasserman. La deuxième, le pendant de tout ça, c'est qu'on élargit aussi la protection offerte aux lanceurs d'alerte, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, à d'autres personnes que le lanceur d'alerte lui-même. La loi étend le bénéfice de la protection et des garanties aux facilitateurs, c'est-à-dire aux tiers qui aident le lanceur d'alerte à effectuer un signalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le facilitateur peut être une personne physique ou bien une personne morale, comme une association ou un syndicat. Donc c'est assez intéressant et effectivement, on pourrait imaginer que le statut de facilitateur et donc de bénéficiaire des garanties offertes aux lanceurs d'alerte puisse bénéficier notamment à des représentants du personnel qui viendraient aider un salarié
à effectuer un signalement. Le deuxième type de personnes qui peuvent bénéficier effectivement du statut et des garanties du lanceur d'alerte, c'est l'entourage proche du lanceur d'alerte, c'est-à-dire ceux qui sont en lien direct avec le lanceur d'alerte, que le législateur a voulu protéger effectivement d'une mesure de rétorsion dans un cadre professionnel, que ce soit par un employeur ou par un client. Donc ça peut parfaitement concerner le salarié d'un sous-traitant, le salarié d'un client, avec lequel, effectivement, des manquements à la probité professionnelle ont pu être commis. Donc, effectivement, on protège effectivement l'entourage, ceux qui, effectivement, ont pu être impliqués dans des manquements aux règles, effectivement, de conformité. Et puis enfin, le troisième type de personnes qu'on protège, ce sont les entités juridiques contrôlées par le lanceur d'alerte. Donc on pense évidemment aux sociétés qu'aurait pu créer, aux entreprises qu'aurait pu créer le lanceur d'alerte. Effectivement, les entités juridiques pourront bénéficier des garanties et de la protection offertes aux lanceurs d'alerte, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Le deuxième pan effectivement de la loi Waserman, c'est de modifier la procédure de recueil et de traitement des signalements. Là, c'est effectivement très important et c'est ce qui va à vous, responsable ou directeur des ressources humaines, vous demander effectivement du travail, puisque vous allez devoir actualiser ou mettre en place un certain nombre de choses suite à l'entrée en vigueur de la loi Waserman. Alors, jusqu'à présent, on avait une procédure de signalement qui privilégiait l'autorégulation en interne. C'est-à-dire que, sauf hypothèse exceptionnelle de danger grave ou imminent ou de risque de dommages irréversibles, le lanceur d'alerte devait, pour bénéficier de la protection et des garanties, effectuer son signalement en interne, c'est-à-dire auprès de son responsable hiérarchique, auprès de son employeur ou du référent désigné par son employeur. Et ce n'est qu'en l'absence de traitement en interne de son signalement qu'il pouvait, dans un second temps, adresser son signalement à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou, le cas échéant, aux ordres professionnels. Et enfin, en dernier recours, vraiment, si son signalement auprès des autorités externes n'était pas traité d'une façon diligente, dans ce cas-là, il pouvait rendre son signalement public. Donc, on avait effectivement des canaux de signalement en cascade où on privilégiait l'autorégulation en interne avant de passer sur un canal de signalement externe. L'enjeu du respect de ces procédures de signalement n'est pas neutre, puisque, effectivement, là-dessus, la loi le précise très clairement, pour bénéficier du statut et des garanties du lanceur d'alerte, il faut respecter la procédure de signalement. A contrario, celui qui effectue un signalement en dehors du cadre prévu par la charte de recueil et de traitement des alertes ne peut pas bénéficier a priori du statut et des garanties offertes aux lanceurs d'alerte. La loi modifie et assouplit effectivement la procédure de signalement et de divulgation, puisque dorénavant, on n'a plus effectivement ce système de signalement cascade où on privilégie l'interne à l'externe. Dorénavant, on offre aux lanceurs d'alerte une option, soit il reste sur le canal, j'allais dire, prévu par la loi Sapin 2, c'est-à-dire signalement interne d'abord. Si absence de traitement de son signalement en interne, eh bien, signalement externe. Et puis ensuite, si effectivement le signalement n'est pas traité convenablement par les autorités externes, possibilité de faire une divulgation publique. Donc ça, c'est une option pour le lanceur d'alerte qui peut rester finalement sur le mode de signalement qui existait jusqu'à présent. On lui offre une autre possibilité, c'est de passer directement en externe. C'est-à-dire que dorénavant, le lanceur d'alerte pourra effectivement opérer son signalement auprès d'une autorité externe. Alors,
laquelle on ne sait pas encore, puisque cette autorité doit être désignée par l'un des deux décrets qui aurait dû paraître et qui n'est pas encore paru. Donc auprès de cette autorité, auprès du défenseur des droits, auprès de l'autorité judiciaire ou, et c'est plus rare, auprès des institutions de l'Union européenne. Donc possibilité de passer directement en externe. Et si là encore, le signalement ou la divulgation n'est pas traité convenablement, eh bien, possibilité d'opérer une divulgation publique. Donc, option offerte pour le lanceur d'alerte, ça c'est le principe. Et il y a un cas particulier où le lanceur d'alerte peut effectivement se dispenser d'opérer un signalement externe ou un signalement interne en amont et passer directement sur une divulgation publique. Ça concerne 3 hypothèses. C'est en cas de danger grave et imminent. Alors, avec toute la difficulté de cerner précisément ce qu'est un danger grave et imminent, nous les juristes, on aime bien quand même savoir un petit peu de quoi on parle. Ben là, on a effectivement une définition qui est tellement large, qui recouvre un nombre de réalités tellement importantes qu'on est démuni pour apprécier réellement ce que c'est, sachant que de toute façon, ces notions-là seront soumises à l'appréciation unique du lanceur d'alerte, qui pourra éventuellement, avant de faire son signalement public, consulter le défenseur des droits. C'est une possibilité offerte par la loi, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un lanceur d'alerte qui estime qu'il est face à un danger grave et imminent et qui effectue une divulgation publique comme ça. Donc, première hypothèse. Dans un cadre professionnel, c'est le danger imminent et manifeste pour l'intérêt général, notamment en cas d'urgence ou de risque de préjudice irréversible. Alors avec ça, on est bien avancé, effectivement. C'est là où on voit effectivement qu'on est sur une inspiration anglo-saxonne, où on a du droit mou, de la soft law, et tout est interprétable. Et c'est vrai que le juriste français est assez démuni par rapport à ces notions un peu molles et malléables. Et puis enfin, le troisième cas, c'est lorsque la saisine de l'autorité compétente, donc en interne ou en externe, fait courir un risque de représailles à l'auteur de l'alerte ou qu'elle ne peut permettre de remédier efficacement à l'alerte. Dans ce cas-là, l'auteur du signalement peut faire une divulgation publique. Bon. Donc tout ça mérite effectivement d'être, j'allais dire, précisé, interprété, et c'est en ça que la modification que vous allez devoir apporter à votre charte de recueil et de traitement des alertes est importante. C'est non seulement pour préciser la procédure qui devra s'appliquer, signalement interne, signalement externe, mais aussi on pourrait peut-être essayer de serrer, de restreindre, de préciser les comportements, les manquements qui pourrait donner lieu à une divulgation publique, parce qu'il me semble dangereux, là encore, de laisser à la seule appréciation du lanceur d'alerte ce qui est un danger grave et imminent ou ce qui est un danger manifeste pour l'intérêt général. Donc ça, c'est pour la modification effectivement de la procédure. Donc, comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, il faut attendre la parution des 2 décrets. On vous fera passer la copie de ces 2 décrets. Dès qu'ils seront parus, j'ai encore regardé ce matin au journal officiel à tout hasard, les décrets ne sont pas parus, ils devraient paraître courant septembre, donc on vous les fera passer pour que vous puissiez mettre à jour et actualiser votre procédure de recueil et de traitement des alertes professionnelles. Troisième partie sur laquelle j'irai un petit peu plus vite, on a beaucoup parlé du statut du lanceur d'alerte, des garanties et de la protection offertes aux lanceurs d'alerte. Donc là, on a effectivement une loi qui ajoute des garanties et des protections au bénéfice du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte était déjà protégé par la loi Sapin 2, mais là, on a tout un tas de mesures nouvelles qui viennent s'ajouter et qui viennent effectivement renforcer la protection du lanceur d'alerte. Alors, on a des garanties et des mesures qui sont de nature judiciaire, et puis on a aussi des garanties et des mesures que j'ai qualifiées d'extrajudiciaires. Alors, judiciaire, pourquoi? Parce qu'on offre une immunité aux lanceurs d'alerte par rapport aux dommages civils que pourrait causer son signalement, si l'intéressé, nous dit la loi, a des motifs raisonnables de croire que le signalement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Donc là encore,
tout est interprétable, mais hypothèse, un lanceur d'alerte dénonce des faits qui viennent finalement causer un préjudice à un tiers. Si ces faits s'avèrent inexacts, infondés ou erronés, eh bien, sa responsabilité civile ne pourra pas être engagée à partir du moment où il a des motifs raisonnables de croire que le signalement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Bon, là encore, on verra comment ce texte est apprécié, mais ça mériterait d'être un tout petit peu précisé et encadré. Immunité pénale également pour le lanceur d'alerte lorsqu'il porte atteinte à un secret protégé, on pense notamment au secret professionnel, eh bien effectivement, on ne pourra pas rechercher la responsabilité pénale du lanceur d'alerte lorsque sa divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. Alors là encore, on verra, au cas par cas, je pense, le juge appréciera au cas par cas si la divulgation opérée par le lanceur d'alerte est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. Je pense qu'on sera vraiment dans une casuistique qui dépendra effectivement de chaque cas de figure. Et puis enfin, immunité pénale pour celui qui détourne des documents, des informations, qui les recèle également, à partir du moment où il a connaissance de ces informations de manière licite et où il effectue son signalement dans le respect des procédures de traitement et de recueil des alertes. Ça, c'est pour les aspects immunité du lanceur d'alerte. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'on est très en retard. Autre nouveauté par la loi et qui n'est pas neutre, sur un plan judiciaire, on donne aux salariés lanceurs d'alerte les moyens, j'allais dire, de conduire ou de résister à une action judiciaire. Je m'explique. Possibilité pour le lanceur d'alerte, lorsqu'il entame une procédure pour contester une mesure de rétorsion prise à son encontre, de solliciter du juge une provision pour la prise en charge de ses frais d'instance, autrement dit des honoraires de son conseil, lorsque sa situation financière s'est dégradée. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un salarié qui est licencié après avoir opéré un signalement, il conteste son licenciement et il peut demander au juge, avant de savoir si son signalement était justifié, avant de savoir si son licenciement était fondé, il peut demander une provision pour, j'allais dire, conduire la procédure, provision qui est à la charge de l'autre partie, donc dans notre cas de figure, à la charge de l'employeur. La mesure inverse fonctionne aussi, c'est-à-dire que celui qui est attaqué en raison j'allais dire, d'un signalement qu'il aurait pu opérer, eh bien, peut demander au juge de lui allouer une provision pour conduire les faits de la procédure. Ça, ce sont des dispositifs qui visent à éviter les procédures bâillons, c'est-à-dire les procédures judiciaires qu'on engage contre un lanceur d'alerte pour faire pression et le dissuader de poursuivre son signalement. Là, effectivement, on a un arsenal législatif qui vient protéger le lanceur d'alerte. On a d'autres types de mesures un peu éparses, mais qui participent de cette protection globale du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, il peut demander une mesure de soutien psychologique ou une mesure de soutien financier temporaire s'il démontre que sa situation financière s'est dégradée en raison du signalement. Donc ça, c'est pas neutre non plus. On lui offre la possibilité, lorsqu'il est victime d'un licenciement consécutif à un signalement, de saisir le juge des référés et non pas le juge du fond, juge des référés à qui on confie la compétence de statuer sur le licenciement. Donc ça, c'est pas neutre non plus en termes de procédure. On ne peut pas dire, écoutez, je prends le risque de licencier ce salarié et puis on verra dans 3 ans devant le bureau de jugement au conseil de prud'homme. Non, le juge des référés, il statuera dans un délai extrêmement restreint. On permet aussi à un juge, lorsqu'il examine une procédure lancée par un lanceur d'alerte, de condamner l'employeur, en plus de toute autre mesure indemnitaire. On lui autorise à abonder le CPF du lanceur d'alerte jusqu'à 8 000 €. Et puis enfin, on dissuade effectivement tout ce qui
serait de nature à entraver la transmission d'un signalement, c'est-à-dire que celui qui fait obstacle à la transmission d'un signalement, il encourt une sanction pénale, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Et puis, effectivement, celui qui imagine entraver le lanceur d'alerte dans ses démarches en engageant un procès contre lui, encourt une amende civile de 60 000 €. Donc, effectivement, c'est un arsenal assez dissuasif pour faire obstacle au signalement et qui participe effectivement de la protection du lanceur d'alerte. J'irai très vite parce qu'on vous enverra, et pour répondre à une question qui a été posée par l'un d'entre vous, on vous enverra effectivement les slides du support, mais on a aussi tout un tas d'autres mesures extrajudiciaires qui viennent protéger le lanceur d'alerte. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on est pris par le temps. J'insisterai simplement sur un point qui est passé relativement inaperçu et qui figure à l'article 12 de la loi, c'est l'impossibilité, sous peine de nullité, pour un lanceur d'alerte de renoncer ou de limiter ses droits ou sa protection attachée à son statut de lanceur d'alerte. Ça veut dire concrètement que lorsqu'on rompt le contrat de travail d'un lanceur d'alerte, on ne peut pas, a priori, dans le cadre d'une transaction qui interviendrait postérieurement au licenciement, faire renoncer au lanceur d'alerte à tous ses droits qui lui allouent une protection, ce qui est relativement problématique puisque dans cette hypothèse-là, la transaction qu'on signe généralement avec un salarié pour éteindre tout litige, dans cette hypothèse-là, permettrait quand même au lanceur d'alerte de poursuivre ses démarches relatives à son signalement. Voilà, donc ça c'est une mesure sur laquelle je souhaitais insister, qui est passée totalement inaperçue, mais qui figure bien à l'article 12 de la loi Waserman. Pour le reste, je m'en rapporterai au support. Enfin, un dernier petit point de façon très concrète sur lequel on voulait insister avec Marie-Laure, qui concerne les mesures et les formalités que vous aurez à mettre en place une fois que les 2 décrets d'application sont parus. Vous devrez, ça me semble incontournable pour répondre aux exigences légales, mettre à jour votre dispositif de recueil et de traitement des signalements, donc votre charte de recueil de traitement des alertes, pour faire simple. Vous devrez, si ce n'est pas déjà fait, désigner le destinataire des alertes. Vous devrez, et c'est en ça que la loi ne pourra pas être respectée avec une échéance au 1er septembre, vous devrez préalablement consulter vos représentants du personnel sur le projet de charte de recueil et de traitement des alertes modifié, ou votre projet de charte si vous ne l'avez pas mis en œuvre jusqu'à présent. Vous devrez ensuite intégrer dans le règlement intérieur une mention relative à l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Alors attention, il ne s'agit pas de détailler, enfin, du moins ce n'est pas exigé par la loi, de détailler dans le règlement intérieur tout l'arsenal législatif de protection des lanceurs d'alerte. Il suffit d'indiquer par une simple phrase que effectivement, il existe dans l'entreprise un dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Donc, on ajoute, au même titre que d'autres dispositions légales sur le harcèlement, l'interdiction des agissements sexistes, une nouvelle mention informative à intégrer au règlement intérieur. Donc, modification de la charte, consultation au préalable des représentants du personnel, modification du règlement intérieur, donc vous devrez là encore recueillir l'avis de vos élus du personnel avant la modification du règlement intérieur. Et puis enfin, vous devrez, ça peut paraître plus anecdotique, mais si on veut respecter strictement les dispositions légales, modifier les affichages obligatoires, puisque dans les affichages obligatoires, vous devez rappeler les textes qui interdisent les discriminations, et la loi Waserman intègre dans le champ des discriminations la qualité de lanceur d'alerte. Donc, ce sera une modification de pure forme, mais il faudra le faire quand même. Et puis enfin, mais ça, j'allais dire, ce n'est pas une véritable nouveauté issue de la loi, c'est plus un des 8 piliers qu'a rappelé tout à l'heure Marie-Laure sur la loi Sapin 2. Vous devrez communiquer en interne sur le dispositif de recueil et de traitement des alertes modifiées et, le cas échéant, former vos salariés, notamment les salariés qui sont le plus exposés aux manquements aux règles de probité professionnelle.
Voilà, donc j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti, je vous prie de m'en excuser. Et maintenant, je laisse la parole quelques instants à Marie-Laure. Merci. Donc moi, je vais aller assez vite. On voulait juste vous présenter un petit peu, du coup, ce qu'est la proposition InPleed et ce qu'on appelle chez nous l'offre intégrée. Donc sur les sujets, pardon. Sur l'approche, donc sur la loi Sapin 2, donc notre mission lorsqu'on travaille avec une société, c'est vraiment la première phase, souvent c'est le diagnostic et la feuille de route de conformité, c'est d'échanger, de voir dans chaque entreprise ce qu'il existe et donc l'état de maturité face à la loi Sapin 2. Certaines choses sont parfois en place, certaines pratiques sont parfois en place, il manque parfois pas beaucoup de choses, hein. Et par contre, il y a vraiment, par exemple, si on pense à la cartographie des risques, voilà, c'est des choses où certaines, enfin, voilà, certaines sociétés ne sont pas encore tout à fait à jour. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment la phase 1, le diagnostic, c'est d'établir où est-ce qu'on en est, le statut à aujourd'hui. Donc, on recense les risques, on fait des interviews, on fait une feuille de route. L'objectif de la feuille de route, c'est vraiment de donner les actions à prioriser pour être à jour, pour être en règle avec la loi Sapin 2. Ensuite, on réalise le parcours de conformité. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là où on est notre offre intégrée fait du sens, puisque on met en œuvre les différentes actions et pour tous les sujets légaux, on va travailler en partenariat avec le légal. Mais comme j'ai indiqué, on peut travailler également certaines informations. On va avoir des procédures qui vont changer sur des notions comptables. On va venir modifier certaines choses et parfois on pourra peut-être avoir besoin de conduite du changement. Donc là aussi, on travaillera avec des équipes dédiées à la conduite du changement lorsque voilà, ce sera nécessaire. Et enfin, la phase 3, on intervient sur des propositions. Alors souvent, ce sera plutôt sur une proposition d'évaluation de dispositif qu'après, la société pourra mettre en œuvre régulièrement et nous, on pourra intervenir de manière ponctuelle. Donc voilà, j'ai essayé d'être très succincte sur cette partie-là afin de nous laisser un petit peu de temps sur les questions-réponses. Ici, on vous donne nos contacts. Vous avez nos contacts effectivement pour nous poser toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport effectivement à cette réforme qui, vous l'avez compris, est loin d'être aboutie puisque un certain nombre de points dépendent largement des décrets d'application à paraître. Alors je vois qu'un grand nombre de questions ont été posées par certains d'entre vous dans le chat, donc on peut effectivement les reprendre. Je vois effectivement qu'une question a été posée en ce qui concerne l'applicabilité de la loi Sapin 2 aux sociétés de plus ou moins 50 personnes. Alors, effectivement, comme le disait Marie-Laure, il y a tout le dispositif national de la loi Sapin 2 où il faut avoir plus de 500 salariés et plus de 100 millions de chiffre d'affaires. L'exception, et ça vous concerne, et c'est pour cette raison-là qu'on voulait faire ce webinaire aujourd'hui, c'est la procédure de recueil et de traitement des alertes professionnelles, où là, il n'y a plus de notion de chiffre d'affaires, il y a juste une notion de seuil d'effectif, c'est-à-dire que la procédure de recueil et de traitement des signalements doit être mise en place dans toute entreprise de plus de 50 salariés. Voilà. Donc ça, j'espère avoir répondu à la question de Sandra. Autre point qui a été abordé, est-ce que ces dispositifs doivent être déposés auprès des services de l'inspection du travail ? Alors, le règlement intérieur, oui, de façon classique. Une fois que vous l'aurez modifié, eh bien, vous devrez le déposer auprès des services de l'inspection du travail qui disposera effectivement de sa faculté de demander la suppression ou la modification de toute ou partie des clauses. Mais en soi, le dispositif de recueil et de traitement des alertes n'implique pas d'être déposé auprès de l'administration. Je vois que certains d'entre vous souhaitent savoir si on dispose de modèles de clauses à intégrer dans les règlements intérieurs. Alors là-dessus, de modèles, alors pas encore, mais c'est relativement simple et effectivement, on pourra vous aiguiller le cas échéant. À mon avis, c'est relativement facile à intégrer. Une ou deux phrases suffisent. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, effectivement, une question qui porte sur la nécessité d'afficher
effectivement le dispositif. Alors oui, effectivement, la charte de recueil et de traitement des alertes doit faire l'objet d'une diffusion pour être connue par les salariés. Donc, il y a effectivement l'information obligatoire intégrée au règlement intérieur, mais on peut ensuite imaginer, suivant les entreprises, un affichage de la charte, le fait qu'elle soit intégrée à l'intranet, mais il faut effectivement que cette charte de recueil et de traitement des alertes soit portée à la connaissance des salariés. Ensuite, je vois une question qui porte sur le délai dans lequel on doit modifier le règlement intérieur, notamment attendre la date du 1er septembre et attendre la parution des décrets. Non, pas nécessairement, puisque la seule modification à intégrer dans le règlement intérieur, c'est celle de la mention relative à l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Donc, on peut parfaitement imaginer de lancer la consultation des élus dès à présent, de modifier le règlement intérieur et puis ensuite de le déposer à l'administration et au conseil de prud'homme. Là-dessus, vous pouvez le faire. Après, c'est vrai qu'il aurait été pertinent, j'allais dire, pour éviter de multiplier les consultations des élus, de faire une réunion à l'occasion de laquelle on consulte les élus à la fois sur la modification du règlement intérieur et à la fois sur l'actualisation de la procédure du traitement de recueil, du traitement et du recueil des alertes. Alors ensuite, et on va s'en arrêter là, je vois un flot, une vague de questions qui déferlent. Est-ce qu'il y a un risque pour le lanceur d'alerte de sanction s'il dénonce des faits qui sont erronés? Alors là, ça pose la question très intéressante du statut et de la bonne foi du lanceur d'alerte. Le schéma est le suivant, c'est que on souhaite protéger le lanceur d'alerte et la Cour de cassation a défini ce qu'il fallait entendre par notion de mauvaise foi. Si vous êtes de bonne foi, lorsque vous faites votre signalement, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé même si les faits que vous dénoncez sont erronés. Vous n'êtes pas protégé quand vous êtes de mauvaise foi. C'est-à-dire, vous êtes de mauvaise foi lorsque vous effectuez un signalement qui porte sur des faits qui non seulement sont erronés, mais il ne suffit pas de rapporter la preuve que les faits sont erronés, il faut rapporter la preuve que la personne avait conscience de ce qu'ils étaient erronés au moment où il a fait son signalement. Preuve qui est en pratique, pour l'avoir expérimenté, assez difficile à rapporter. Alors je vois tout un tas d'autres questions effectivement qui arrivent. Ce qu'on vous propose avec Marie-Laure, c'est effectivement, si vous le souhaitez, de vous adresser le support suite à notre webinaire, et puis pour ceux qui le souhaitent, de continuer à échanger ensemble sur cette réforme et à nous poser les questions, puisque vous aurez au début ou à la fin du support, je crois à la fin du support, nos coordonnées téléphoniques et nos courriels professionnels. Voilà. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. On s'était promis avec Marie-Laure d'être synthétique. On n'a pas tenu parole puisqu'on a dépassé le temps qui nous était imparti. Mais voilà, on voulait vous remercier de votre attention. Merci de votre attention. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Au revoir.